On est de retour. Karima qui faisait des exercices. Oui, toujours. Un petit snack, un petit exercice. Il y a vraiment une plus-value de nous regarder à la télévision. C'est quelque chose. C'est quand que ça s'en vient, le livre, d'ailleurs? Oui, le livre, le vidéoclip, tout le kit. Tout le kit. OK, parfait. Moi, j'avais acheté un livre dans le temps. C'était Kovalev qui avait écrit ça. Alexei Kovalev qui avait écrit sa biographie. Et ça venait avec un DVD où il montrait ses meilleures feintes. Est-ce qu'on aura l'équivalent? Oui, complètement. En fait, je vais faire un retour en force. Tu sais, dans les années, je pense que les années 90, c'était la mode. C'était des vidéos sportifs, le fitness et tout. On devrait faire un truc comme ça en lien avec la radio. Je suis sûre que ça pognerait beaucoup. Hey, qu'est-ce qui pogne? L'intelligence artificielle, moi, je veux juste poser la question, parce que dans un instant, on va parler avec François Fournier sur l'IA. Est-ce qu'on est trop alarmiste? Est-ce que l'IA va vraiment faire perdre nos emplois? Est-ce que ça va être le raz-de-marée? En tout cas, il va nous expliquer ça, François, dans un instant. Mais vous, à la maison, si vous nous écoutez, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous dites, peut-être moi, dans 5 ans, je ne sais pas si je vais encore avoir mon travail en raison de l'IA. Est-ce que votre vie a changé avec l'intelligence artificielle? Est-ce que les gens l'intègrent déjà dans leur boulot? En tout cas, moi, je serais curieuse de les entendre là-dessus. 187 Cube Radio, je me demande vraiment, il y a vraiment des gens qui sont pas inquiets de l'IA? Ça existe? Il y en a Vous mangez quoi le matin exactement? Je veux savoir. Moi, c'est quoi votre diète? Hein? Non, mais on va juste être comme avalé par des robots. De robot, c'est ça? Non, mais c'est ça. On va juste être vaincu par les robots, mais il y a des gens qui n'ont pas peur de ça. Eh bien, tabarnouche. François Fournier, bonjour. Salut Rémi, salut Karima. Salut. On va revenir sur la discussion qu'on vient d'avoir avec un Québécois qui est à Berlin, qui a vécu, disons, de très près cet attentat qui est survenu samedi, qui a coûté la vie d'une personne, qui a blessé 29 autres personnes. L'assaillant est mort, mais moi, je ne le compte pas, ni parmi les blessés, ni parmi les morts. Bon débarras. Est-ce que, tu vois, des trucs comme ça devrait nous faire, je sais pas, réaliser peut-être qu'on n'est pas à l'abri de ça au Québec? Oui, on n'est pas à l'abri de ça parce qu'on a des politiques, comment je dirais ça, de la politique officielle canadienne du multiculturalisme nous confirme une naïveté par rapport au vivre ensemble. Donc, on s'imagine qu'on peut célébrer à la fois des gens qui viennent de toutes sortes d'endroits dans le monde avec les croyances qui sont les leurs et en même temps, on peut fêter ce qui est comme un peu l'apogée de la libération sexuelle occidentale, qui est les parades de la Pride, par exemple, mais on sait que c'est pas partagé ces valeurs-là partout dans le monde. En fait, c'est assez propre aux pays occidentaux. Même la version canadienne est peut-être la plus colorée d'entre elles, j'ai envie de dire, ou la plus tolérante d'entre elles. Et ça me rappelle, sais-tu quoi, savez-vous quoi, j'étais à Bruxelles il y a 2 ans de ça, et un peu par hasard, j'étais arrivé dans une manifestation de la Pride, une parade de la Pride, et je voyais c'était dans un quartier qui était devenu quand même à forte majorité immigrante, mais même musulmane, je te dirais. Et je me suis passé la réflexion, j'étais avec ma conjointe à ce moment-là, puis je me disais, ces gens-là sont en train potentiellement de jouer avec les poignées de leur tombe et ils semblent pas en être conscients. Là. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui voue une hostilité à l'égard des minorités sexuelles, mais tu sais, on fait beaucoup de cas des masculinistes puis du retour en arrière par rapport à des valeurs traditionnelles. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde. Ils les ont, ces valeurs traditionnelles-là, mais on fait comme semblant que ça n'existe pas. Là. Mais moi, je pense que à un moment donné, on va devoir adresser cette réalité-là. Là. On va devoir l'adresser parce qu'on peut se mettre la tête dans le sable encore pendant des décennies. Puis à un moment donné, ça finit par nous rattraper. Oui, puis François Fournier, je pense que c'est bon quand même de mentionner, moi je fais toujours la distinction là, entre l'idéologie islamiste, donc qui est très radicale et qui peut même être extrêmement violente, puis des musulmans qui vivent leur vie, qui vivent leur religion en privé, puis il y a quand même cette distinction-là. Mais tu as raison quand même de mentionner aussi que sur la tolérance à l'égard notamment de la communauté LGBTQ+, mais aussi à l'égard d'une certaine émancipation féminine, ça peut poser problème. Si tu es dans un carcan avec des idées, je te dirais, effectivement, extrêmement conservatrices au sens, ça peut être où on ne veut pas que la femme ait sa propre vie, qu'elle ait qu'elle ait des relations amoureuses, sexuelles et tout ça, que c'est très mal vu. Tu peux avoir des confrontations aussi, là. Ça peut créer vraiment des gros problèmes. Oui, absolument. Mais en fait, c'est juste le point, je pense, que j'essaie de faire, c'est pas de faire un jugement de nature morale sur ce que pensent les gens qui viennent d'ailleurs ou les autres cultures. C'est juste de faire le constat simple que
comme sur la question de l'avortement, par exemple, la position canadienne sur cette question-là, qui est la position, je te dirais, pro-choix assez intégrale, elle est minoritaire dans le monde. Que ça nous plaise ou pas, cette position-là, elle est minoritaire. Donc, si vous allez en Amérique du Sud, si vous allez même dans plusieurs pays d'Europe, si vous allez au Mexique, si vous allez dans la majorité des États américains, si vous allez en Asie, cette position-là n'est pas la norme. Donc, la position canadienne par rapport au mouvement, par rapport à l'émancipation des gens qui sont homosexuels, transsexuels, bisexuels, elle n'est pas la norme mondiale. Et ça, que ça nous plaise ou pas, c'est la réalité. Donc, si vous allez dans plusieurs pays, même d'Europe de l'Est, ce sont des phénomènes qui sont présentés ou vus par la population comme c'était le cas chez nous il y a peut-être 30, 40 ans ou 20 ans. Et ça, si on n'accepte pas ce constat-là ou si on fait semblant que ça n'existe pas et on se dit, non, franchement, les gens viennent au Canada et par magie, ils vont embrasser nos valeurs et ils vont mettre leur logiciel à jour pour être au même pas que le nôtre, c'est s'illusionner. Et ça, je pense que il faut en être conscient, là. Ça m'a rappelé, François, il y avait au Sénégal, et je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais là, qui sont probablement installés ici, qui sont pour nos lois, qui favorisent et qui sont très respectueux, évidemment, envers la communauté LGBTQ+. Là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panneau, mais je veux juste quand même rappeler que ça se passe pas il y a 30 ans. C'était en mars 2026, le Sénégal qui a promulgué sa loi pour durcir la répression de l'homosexualité. C'est une affaire de fou, là. On parle ici là, de loi qui punit, je cite, là, entre guillemets, ce qu'ils jugent comme des actes contre nature de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Donc, en ce moment, c'était contre 1 à 5 ans jusqu'à présent. Donc, on parle quand même de dispositifs là, extrêmement sévères et qui n'est pas du tout un peu dans ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays en Europe, là. Voilà, donc quand il y a des gens qui se radicalisent, parce que ça semble être le cas de l'Allemand dont on parle d'origine étrangère, quand ils se radicalisent pas dans les airs comme ça, avec comme aucun corpus idéologique. Ils se radicalisent aussi avec un modèle de société qui prône cette vision-là des choses. Donc, tu sais, évidemment, ça ne veut pas dire que tous les gens qui viennent vivre ici, même probablement qu'il y a un prisme. Il y a même un biais de sélection probablement qui fait en sorte que ceux qui viennent ici sont beaucoup plus favorables aux idées progressistes, entre guillemets, que ceux qui restent. Mais quand même, au fil au travers de tout le monde, il y en a probablement, et je pense que en moyenne, ils sont plus réfractaires à ces idées-là que les gens qui sont nés ici, éduqués ici. Bon, c'est normal, on est le produit de notre culture, là. Les gens sont pas désincarnés comme ça en dehors de la réalité. On est le produit de l'éducation qu'on a eue, de la famille qu'on a eue, de la société dans laquelle on vit. Puis, tu sais, au Québec, on le voit, là, même dans entre les écarts générationnels, la perception même de l'homosexualité change en moyenne selon l'âge et le groupe auquel on a, même selon la région d'où on vient. Fait que si c'est vrai au Québec, c'est vrai aussi pour ailleurs dans le monde. Il ne faut pas s'illusionner. Oui, mais on fait quoi? Parce que, tu sais, je suis d'accord avec Karima, la mise en garde quand on parle de ces sujets-là qui s'imposent, c'est de dire « je ne dénonce pas la communauté musulmane, mais je dénonce les islamistes ». Sauf que qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait des islamistes et qu'on fait la distinction entre les islamistes et les musulmans, puis qu'on la fait à raison? On ne peut pas décider de ne plus accueillir des musulmans. On ne peut plus faire ça parce qu'on fait la distinction puis on fait bien de la faire. Alors, on fait quoi pour éviter d'avoir des islamistes? Effectivement, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que pour ceux qui émigrent, donc ceux qui sont pas nés sur le territoire, évidemment, il y a la question des services douaniers puis des services secrets qui ont à faire leur travail là, sur la vérification des antécédents. Je comprends qu'on peut pas le faire avec tout le monde, mais souvent, on parle, je pense que dans le cas présent, on parle de quelqu'un qui avait quand même des antécédents judiciaires aussi. Donc, c'est toujours un peu la même question. Est-ce que les policiers, est-ce que les services secrets font réellement le travail pour prévenir des cas de radicalisation? Parce que souvent, le droit aussi est ainsi fait que tant que les gens sont pas passés à l'acte, ils sont fichés, ils sont regardés, ils sont surveillés, mais en même temps, on peut pas les arrêter pour des crimes qu'ils n'ont pas encore commis. On comprend ça. Et c'est le droit qui est fait comme ça. Mais pour ceux qui sont nés sur le territoire, ceux qui sont nés au Canada, nés en Allemagne, nés en France,
il doit y avoir quelque chose qui est possible d'être fait au niveau de la radicalisation sur Internet. Je peux pas croire, moi, que quand quelqu'un commence à chercher des trucs sur l'État islamique, tout ça, qu'il n'y a pas, avec tout ce qu'on sait, je veux dire, vous le savez, là, on regarde une paire de bots sur Internet, puis on voit des bots pendant 1000 ans dans notre feed Facebook. Là. Mm-hmm. Donc, je comprends pas pourquoi ces gens-là peuvent pas être retracés ou surveillés. Il me semble qu'on est négligent là, avec ça. Là. Les gens qui font des démarches sur Internet pour rejoindre l'État islamique, là, il me semble que c'est un peu des bombes à retardement. Oui, complètement. Dans un instant, en tout cas, on va parler avec quelqu'un sur ton sujet de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a déjà un auditeur là, qui veut réagir là-dessus, mais juste pour terminer sur ce sujet-là, peut-être, Rémi posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Bien, peut-être déjà d'être assez clair dans ce qu'on veut ici, puis nous, c'est clair sur certaines valeurs, que ce soit sur l'égalité homme-femme, sur l'acceptation, sur de beaucoup de choses. Je pense qu'il faut que ce soit assez clair aussi, puis c'est tolérance zéro sur des comportements ou enfin tu sais, quand on veut changer des trucs pour favoriser, si tu veux, l'extrémisme religieux, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut être clair dans nos lois, probablement, et dans l'application aussi de nos lois. Oui, absolument. Oui, mais ça, j'ai l'impression que... C'est-à-dire, est-ce qu'on fait pas déjà ça, là? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas déjà... Mais non, ça s'appelle... quand tu vas dans la logique, par exemple, d'accommodement raisonnable, puis que tu dis, ben ça, au fond, c'est le respect dans un multiculturalisme, de dire, ben c'est le respect d'aller là. Peut-être que tu ouvres la porte aussi. Tu sais, c'est de trouver l'arbitrage entre la liberté, de pouvoir vraiment être complètement libre, mais en même temps de ne pas empiéter, de ne pas favoriser des communautaristes, de favoriser des poches, si vous voulez, radicales, de radicalisation aussi. Là. Mais tu auras remarqué quand même que dans les pays où on est plus clair sur ce qu'on est, puis on est plus sévère, il y a encore plus d'actes de violence. C'est pas au Canada que ça se produit, c'est dans des pays comme la France. Puis la France, je veux dire, en matière d'identité, sont un peu plus clairs que nous, là, ici, là. Et pourtant, ils sont aux prises avec ces problèmes-là. Mais on change de sujet parce qu'on a lancé la question sur l'IA. Quelques années, j'allais dire, avance. On a quelques années en avance parce que, justement, il y a eu aussi peut-être un oubli, puis on a eu beaucoup de laxisme pendant des décennies, et c'est pas non plus la même géographie. Je pense que c'est un peu plus facile de contrôler nos frontières, de faire des vérifications que des frontières en Europe, c'est beaucoup plus compliqué là, quand même. Enfin, c'est un autre débat, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on a posé la question aux auditeurs, est-ce que vous avez peur de vous faire remplacer, de faire, en tout cas, au moins, de voir votre job être supprimé par l'IA? Benjamin a quelque chose à nous dire. Bonjour, Benjamin. Hey, salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Toi, tu travailles dans quel domaine? Moi, j'ai une entreprise de nettoyage de conduits de ventilation, fait que ça me fait pas peur. Mais là, j'ai peur, c'est plus, tu sais, le Québec, là, on est une province, un futur pays qui vit sur l'impôt de sa population. On en a parlé la semaine passée, là, à Cube Radio, 12 % de la population paye 75 % d'impôts, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Mais oui. À peu près, environ, là. Mais les jobs que l'AI va remplacer, là, c'est pas des petits jobs à 60 000 $. Éventuellement, dans 10, 20 ans, juste présentement, là, les jeunes ingénieurs ont déjà plus de difficultés à trouver des stages, ont plus de difficultés à trouver des jobs. Ensuite, on peut parler mettons, dans 10, 20 ans, un avocat, est-ce qu'on va en avoir besoin autant? Il va toujours en avoir. Mais c'est les jobs de knowledge que l'AI va enlever. Puis moi, qu'est-ce qui me fait peur? C'est économiquement, l'impôt, cet argent-là, elle disparaît. Elle s'en va à Silicon Valley, en Californie, aux États-Unis. Elle s'en va dans diverses entreprises AI qui vont faire méga profit, et certains petits entrepreneurs ici, pour donner des gros entrepreneurs, vont faire encore plus d'argent, donc ça va moins profiter à la population générale. Moi, c'est ça qui me fait peur. Oui, on va demander d'ailleurs à François Fournier. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. On comprend, on entend ce que vous dites. François, tu as écouté notre commentaire de l'auditeur? Oui. C'est très intéressant ce qui est soulevé par l'auditeur parce que effectivement, au départ du développement de l'intelligence artificielle, on pensait qu'on allait remplacer davantage des travails de col bleu. Là. Puis on parlait pendant un moment, on disait ouais, les gens qui conduisent des camions de livraison, tout ça, à un moment donné, il va y avoir des voitures autonomes, des camions autonomes. Et finalement, on s'est rendu assez rapidement compte que c'était les métiers les plus compliqués à remplacer. Avant que le monsieur en question qui fait de la ventilation ou un plombier, par exemple, avant qu'il y ait un robot qui cogne à la porte chez vous, qui vous leur expliquer qu'est-ce qui fonctionne pas avec votre tuyau d'évier qui coule, qui se couche en dessous de l'évier, puis qui remplace les tuyaux, qui fasse la facturation, et que le robot s'en aille dans sa voiture, on peut parler de plusieurs décennies, peut-être on verra jamais ça de notre vivant. Par contre, des applications
d'intelligence artificielle, par exemple, qui peuvent remplacer ou en tout cas complémenter le travail d'un dermatologue. Là, moi, j'avais un ami en intelligence artificielle ils ont développé une application qui permettait, par exemple, de scanner des grains de beauté. Puis l'application par le machine learning, qu'on appelle finalement par l'apprentissage d'avoir vu des milliers et des millions d'images, était capable, avec une précision d'à peu près 95-98%, de déterminer si le grain de beauté est potentiellement cancéreux ou non. Là. Et ça, c'est beaucoup plus facile que remplacer un plombier, contrairement à ce qu'on pensait. Ben oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme deux positions un peu là-dessus. Il y a la position optimiste, qui consiste à dire non, mais l'humanité s'en est toujours sortie. À chaque nouvelle technologie, on prédit des effondrements. Finalement, on crée de la croissance, tout ça. Et il y a la position un peu là que Rémi soulevait tantôt, là, la position Terminator, là, c'est-à-dire on s'en va vers un genre de grand remplacement technologique, entre guillemets, et il y a plein de gens qui vont être laissés pour compte. Puis pour l'instant, c'est pas clair. Je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là, puis la littérature là-dessus... ça semble être un peu dans le milieu, dans le sens que c'est vrai que certains secteurs sont touchés durement, mais dans d'autres secteurs, ça crée plutôt de l'emploi. Il y a plus de gens qui se tournent vers l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir 1 ou 2 employés qui ne peuvent pas payer au départ, mais peuvent créer leur petit business avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'était le cas notamment en France. Dans le Figaro, il y avait un dossier, il y a peut-être 6-7 mois de ça, qui parlait que finalement, là, il y a un regain d'entrepreneuriat en France, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Fait que tu sais, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Là. Ah, fait que ça va bien se passer, François. Ben, je le sais pas. C'est ça, la vraie réponse, c'est de dire on le sait pas. Et je pense que ceux qui sont dans l'apocalyptique, peut-être, font pas assez preuve de confiance à l'égard de l'avenir, puis peut-être que ceux qui sont trop optimistes font preuve d'un optimisme aveugle, puis je pense qu'il y a peut-être une position réaliste à quelque part entre les deux. Mais chose certaine, je pense que le monsieur qui a une entreprise avec un travail physique, manuel, là, il n'y a pas à s'en faire pour les prochaines années. Là. Mais d'ailleurs, c'est un bon point, puis j'aime ça les entendre, parce qu'au début, justement, on pensait que c'est ces gens-là qui allaient se faire remplacer, tu l'as dit, et moi, j'avais des gens autour de moi plus notables, peut-être des jobs plus intellectuels, puis qui s'inquiétaient pas de l'IA parce qu'ils se disaient, tu sais, nous autres, on est des indispensables. Et là, depuis que la tendance semble être inversée, ou en tout cas le modèle d'avenir semble être renversé, là, il y a de la panique, là. Il y a de la panique parce que finalement, attends une minute, là, moi, je pense, j'ai pas étudié pendant des années pour me faire remplacer comme ça. Alors, c'est quand même assez amusant. Hein? Je lance une idée comme ça. On peut peut-être résister aussi face aux robots. On n'est pas obligé de les laisser gagner. Qu'est-ce que tu en penses, Karima? Bien, complètement. Non, je vais quand même prêcher pour ma paroisse, comme on dit. Non, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me déprime à l'idée qu'on serait juste dans des espèces de conversations de robots. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est intéressant comme outil, tant que c'est pas un remplacement. L'outil, c'est pas pareil. Si ça t'aide à naviguer, à gagner du temps sur certaines tâches où tu peux en faire d'autres, en faire des choses que justement la machine, tu ne veux pas confier complètement à la machine, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a des commentaires qui rentrent. Hein. Certains disent, c'est les postes, peut-être, est-ce que ce n'est pas plus les postes d'entrée, par exemple, entrée de données, d'administration, ce premier niveau, on nous dit qu'il va manger la claque, et d'autres s'inquiètent que, tu sais, l'intelligence artificielle, ça peut être de l'intelligence, mais de cette manipulation, finalement, tu sais, les algorithmes, est-ce qu'ils ne sont pas quelque part teintés aussi, peut-être d'une idéologie, d'une façon de penser? François, ça va être intéressant aussi. Oui, c'est vrai. Notamment, on en avait parlé il y a peut-être une semaine ou deux, des biais des différentes outils, des différents intelligences artificielles comme ChatGPT qui est peut-être le plus connu, mais Gemini aussi, Claude maintenant, Grok. Ils ont tous des particularités qui fait que, finalement, est-ce qu'on peut remplacer un humain par une intelligence artificielle, sachant qu'elles ont chacun leur biais, leur manière de répondre spécifiquement à des questions? Tout ça, ce sont des questionnements éthiques aussi que les sociétés vont devoir avoir. Là. C'est-à-dire que, d'une part, on se dit, on veut pas que personne perde son emploi. D'un autre côté, on parle, par exemple, de la fonction publique qui ne fait qu'engager massivement du personnel depuis des années et on a des services toujours plus, je vais être poli, discutables. On va dire ça comme ça, la qualité discutable. Est-ce que certains travails cléricaux ou très répétitifs pourraient être remplacés pour ratisser un peu la taille de l'État? Moi, je pense que oui, mais en même temps,
j'ai peur aussi que l'État se sente obligé d'engager encore plus de personnes en se disant, justement, l'intelligence artificielle coupe des emplois dans le secteur privé. On veut pas que ces gens-là soient à la rue, soient au chômage. Donc, on va les engager au gouvernement pour faire finalement pas grand-chose. Ça, à mon avis, c'est un des risques qu'on parle pas beaucoup, là. Merci beaucoup, François Fournier. On se parle demain. Merci beaucoup. Merci, bye bye. salut.